Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast. Aujourd'hui, épisode 80, on retourne à Granby, à l'Absintherie des Cantons. À l'épisode 25, on avait parlé avec Jean-Philippe qui nous a raconté son histoire, comment il avait aussi appris tout sur l'absinthe, puis pourquoi il avait décidé de partir à une absintherie plutôt qu'une distillerie. Aujourd'hui, on retourne à Granby, mais il n'est pas tout seul, il est avec ses parents pour découvrir l'entreprise familiale puis nous parler de son tout nouveau produit. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour à vous trois, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, je vais vous présenter un petit peu. On a la maman, Claudette Lefebvre, et le papa, Michel Doyon, père de Jean-Philippe Doyon. On avait parlé de tout, à peu près tous les produits, je pense, que vous faites la dernière fois. Puis, depuis ce temps-là, il est arrivé un petit nouveau, c'est la fleur bleue vieillie. Avant de parler de la vieillie, on va revenir un petit peu sur la fleur bleue tout court, qui est d'inspiration suisse. Donc, vous avez fait un beau voyage partout en Europe. Et puis, la bleue qui est inspiration suisse, veux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Bon, on n'a pas fait l'Europe au complet, là, mais on a fait la route de l'absinthe, disons. C'est ça. Donc, Pontarlier en France jusqu'au Val-de-Travers en Suisse. On a rencontré des beaux artisans là-bas qui font de l'absinthe historique, là, qui se sont passés des recettes de génération en génération pour aller apprendre un peu davantage sur l'histoire de l'absinthe, sur sa conception. Donc, la fleur bleue, c'est une absinthe qui est inspirée des absinthes suisses, un peu avec un profil assez anisé, mais balancé là, avec les 12 différentes plantes qui sont présentes dans l'absinthe. Puis, donc, la fleur bleue vieillie, c'est-à-dire c'est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire qu'on a pris littéralement notre absinthe fleur bleue et on l'a mis en barrique en fût de Bourbon qui avait contenu du rhum plantation. Donc, on a fait un peu un test, puis on s'est rendu compte que finalement, ça avait vraiment bien sorti. Parce que le vieillissement, c'est un art qui est quand même, somme toute, assez jeune ici au Québec, comme l'industrie de la distillation. Donc, on est encore, je pense, l'industrie, tout le monde est un peu en train d'apprendre un peu là-dessus. Puis, des fois, on fait des tests, c'est moins concluant, mais celui-là, vraiment, ça nous avait vraiment acheté à terre. Donc, on était vraiment bien agréablement surpris. Donc, ça a été vieilli 1 an en fût de Bourbon rhum plantation. Et puis, la fleur bleue de tes absinthes, c'était celle qui était la plus facile d'approche. Fait que ceux qui ne connaissent pas trop l'absinthe ou qui ne sont pas habitués, c'est une absinthe qui est plus anisée puis moins herbacée, mettons. Je ne me trompe pas. Oui, ben c'est un petit peu moins botanique. C'est un profil qui est plus rond. C'est pas nécessairement plus anisé, mais c'est moins amer. Bon, c'est plus doux, c'est plus rond. Donc, c'est vraiment une absinthe plus subtile, je dirais, là, que les absinthes vertes, par exemple. Puis l'évolution que ça a donné de vieillir en fût, qu'est-ce que ça a apporté de différent contrairement à la traditionnelle? Ben, c'est sûr que souvent, les fûts de Bourbon vont donner des notes de vanille. Des fois même, moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que ça a comme un peu caramélisé l'absinthe. Donc là, on est vraiment sur vanille, caramel et la finale de rhum aussi qui vient ajouter. Là, c'est subtil, tout ça, mais c'est complètement sauté comme produit. C'est vraiment très particulier. Et on n'est pas nécessairement obligé de la diluer avec de l'eau. On pourrait, à la limite, la boire un peu juste avec une glace. Okay. Ben, c'est ce qu'on va essayer dans pas long. Mais je ne suis pas un expert en absinthe, mais je pense que c'est la première fois que j'entendais parler d'un absinthe vieilli. Est-ce que tu en connaissais d'autres avant ou vous avez juste décidé de faire des tests quasiment à l'aveugle sans savoir ce que ça donnerait? Oui, en Europe, il y a des absinthes vieillis. Dans les absintheries qu'on a visitées, il y a certains artisans, certains initiateurs qui avaient commencé à faire ça. Dont justement des absinthes suisses qui étaient assez réussis. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, mais parce que déjà, l'absinthe en soi,
hyper connu, c'est pas hyper répandu, ça demeure marginal, même en Europe. Donc, c'est sûr que là, en plus de parler de vieillissement d'absinthe, on commence à être vraiment un peu plus niché, mais ça existe en Europe. La fleur bleue, c'est un absinthe suisse de type bleu parce que les premières gouttes d'eau qu'on ajoute, ça donne un petit côté bleuté, contrairement à un autre qui pourrait être plus jaune un petit peu. Là, vieillie, elle va aller chercher un beau côté caramel, un petit peu, quasiment un whisky, là, mettons la couleur. Là, vous avez dit qu'on la boit pure, on la peut prendre avec une glace. Il y en a, j'imagine, qui mettent quand même un petit peu d'eau dedans. Est-ce que ça tourne, ça ne doit pas tourner bleu, là? Non, mais tu sais, c'est ça, il y a ce qu'on appelle le louche, ou autrement dit, c'est-à-dire le trouble qui se présente lorsqu'on dilue une absinthe. C'est présent aussi dans l'absinthe vieillie. Mais j'ai l'impression que c'est moins surprenant ou c'est moins éclatant. J'ai l'impression que les huiles essentielles sont un petit peu plus... ça réagit différemment au contact de l'eau. C'est agréable. Je l'ai essayé vraiment ouverte avec une bonne vraie dilution d'absinthe. C'est quand même vraiment agréable aussi. Puis comme elle est plus douce, comme l'autre, 53-54 c'est ça, vous dites qu'elle peut se prendre facilement tout seul. Là, pas besoin, on n'est pas obligé de la diluer. Non, c'est ça, exactement. Comme la plupart des absinthes blanches ou bleues. Là. Okay. Parce que l'autre, la joie le vert, on est plus dans 70 et plus d'alcool, me semble. Oui, la nôtre est à 68, mais les absinthes vertes, ça peut aller jusqu'à typiquement 72. Là, des pourcentages entre 65 et 72 pour les vertes, typiquement. Okay. Puis est-ce que vous goûtez avec moi? Ensuite, on va y goûter straight. Ensuite, on va ajouter une glace par la suite. On va mettre de l'eau pour voir les différents caractères que ça peut révéler. On sent le bois aussi. Là. C'est sûr que le bourbon, c'est caractéristique. Là. Et plus bourbon. Hein. C'est ça. Fait que le plantation, c'est un rhum qui a vieilli dans un fût de bourbon. Celui que tu as pris, là. Exact. Donc, le rhum plantation, c'est un rhum agricole qui est assez particulier déjà. Donc, là, en plus, dans un fût de bourbon avec une chauffe quand même assez prononcée. Puis, vraiment, moi, je trouve que les notes de caramel sont vraiment présentes. Là. Puis toi, quand tu mets ta fleur bleue dedans, tu reçois le fût puis tu le remplis tel quel ou tu le réchauffes avant? Non, nous autres, on ne procède pas à aucune nouvelle chauffe. On prend vraiment la continuité du fût. Et là, c'est des choses sur lesquelles on travaille, d'acheter des fûts vierges, des fûts neufs, procéder nous-mêmes à la chauffe avec un tonnelier, et puis faire des petits essais pour voir les différences qu'on peut aller chercher. C'est pas toujours aussi, c'est quand même ultra complexe le vieillissement en barrique. Il y a différents types de chauffe. Il y a la profondeur de la chauffe, la vitesse de la chauffe. Est-ce qu'on prend des barils neufs? Est-ce que on est en train d'apprivoiser un peu tout ça? C'est une façon de faire. Et effectivement, des fois, tu peux améliorer ton produit, mais des fois, tu peux l'envoyer dans une direction que tu ne voulais pas aller. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on est content du résultat qu'on a eu parce que, évidemment, là, on est sur des petites quantités. On n'est pas parti avec le danger. Ce qu'on voulait éviter, c'est d'arriver avec une centaine de fûts et ça s'est ramassé qu'après un an, on s'est dit, on n'est pas dans la bonne direction. On va le voir revenir parce qu'on va goûter tous les mois, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est ça, c'est que quand on fait du vieillissement pour n'importe quelle spiritueux, il faut suivre ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut écouter régulièrement. Puis quand on est sur une mauvaise voie, si on est en train de se tromper, on peut carrément changer de flux. C'est-à-dire prendre le spiritueux et le déplacer dans un autre flux pour avoir une évolution différente. C'est sûr que, comme je vous disais, moi, je ne suis pas encore expert du tout en absinthe. Au nez, oui, on a le côté, justement, genre petite absinthe, anis étoilé, ça, c'est sûr. Mais encore, c'est frais. Là. Fait que, je ne sais pas si ailleurs dans le monde, ils boivent ça à l'année, mais ici, je sais que l'été, là, ça va être délicieux. Oui, puis il y a un petit picotement sur la langue qui est typique de la grande absinthe, qui est vraiment présent. J'ai l'impression que la grande absinthe ressort beaucoup quand on arrive au bout. Est-ce qu'il y a un peu de sucre ajouté? Non, fait que c'est juste les huiles essentielles qui tapissent, puis le rhum peut-être qui est apporté. Hein.
le bois, les tanins, ce bois-là qui avait construit durant la plantation, tout ça. C'est ça, c'est effectivement une sucrosité naturelle vraiment impressionnante. Ouais, parce qu'on avait parlé pour la blanche comme ça, la fleur bleue, il n'y a pas de macération après. Donc, c'est tout passé par l'alambic, tout distillé, contrairement à la verte qui va avoir une macération. Puis là, il pourrait avoir pas du sucre, là, mais un petit peu plus de matière végétale. C'est ça exactement. Il y a une différence de texture forcément parce que la chlorophylle. Mais là, sur l'absinthe blanche, on est vraiment sur un distillat. Mais là, donc, c'est la raison pour qu'on a choisi une absinthe blanche, c'est pour les mettre en plus pour qu'elle allait chercher vraiment un caractère, qu'elle allait absorber un caractère, parce qu'on ne l'a pas essayé avec l'absinthe verte encore. Je ne sais pas comment la chlorophylle peut vieillir en barrique. C'est quelque chose d'interrogation qu'on a. La fleur bleue traditionnelle, là, en chêne, nous, on ne va jamais la sucrer, on va la boire comme ça, puis on se rend compte qu'il y a une espèce d'onctuosité. Puis c'est ce que les gens nous disent aussi. Alors que la verte, pour l'amertume, on va toujours mettre d'accord dessus. Donc, c'est peut-être une petite distinction qui peut être fun à préciser. Ça, parce que le petit cube de sucre qui va aller compenser justement l'amertume de la macération de l'absinthe. On n'a pas besoin au niveau de la fleur bleue. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on est capable de percevoir aussi, ça vient vraiment du fût de chêne. OK. Claudette, veux-tu parler aussi de ta distinction récente en matière de fleur bleue? Bien sûr, bien sûr. On a eu l'annonce récemment qu'au concours Drinks Awards en Angleterre, on a gagné la fleur bleue, a remporté le prix de la meilleure absinthe au monde. Wow! On a reçu ça comme nouvelle la semaine dernière. Exact. Donc, c'est ça. Alors, c'est la meilleure absinthe au monde. C'est impressionnant parce que c'est quand même nouveau comme business au Québec. Puis d'aller clencher ceux qui ont des cinquantaines d'années d'expérience, ça, c'est vraiment quelque chose, bravo. Une centaine d'années d'expérience. Oui, c'est ça. Ça remonte très loin. Ouais. En Suisse, ça remonte très, très loin. Alors, on n'est pas peu fiers. Mais notre absinthe verte, je vais le voir, a fini deuxième, juste derrière la fleur bleue. OK. Donc, vous pouvez aller voir les différentes distinctions, le World Drinks Awards en Angleterre. On est là. Bravo. Donc là, on a incorporé une glace dans le spiritueux. On voit déjà le changement de couleur, la petite opacité qui commence à se créer. C'est sûr qu'on ouvre le produit de cette manière-là, puis de toute manière, il y a une dilution qui s'opère. Ça sent même ajouter l'eau. Le caractère onctueux du produit va vraiment le découvrir. C'est drôle parce qu'une fois ouvert, l'amertume de l'absinthe se dégage. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. Déjà au nez, froid, il est moins anisé. Il fait un petit peu plus herbacé, là, mais sans l'être trop. Ouais. Puis en bouche, c'est vrai que c'est moins onctueux, moins l'impression de sucre. Là. Exact. Moins de sucrosité. Donc, moi, je conseille toujours de goûter le spiritueux d'abord, mais de le prendre sur place, je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier le produit. Ah, mais c'est quand même impressionnant. Le premier, la meilleure au monde, puis la deuxième, parce que tu ne peux pas être 2 fois premier. Là. Ouais. Il n'y avait pas d'ex-aequo non plus. Puis en 3e place, il y avait ex-aequo, une Française puis une Autrichienne. Oui, non, puis c'est une belle tape dans le dos là, de souligner des produits comme ça. Ça demeure impressionnant. C'est des gens qui font des bons produits, qui étaient en compétition contre nous, donc on est vraiment contents. On se rappelle que tes petites absinthes, grandes absinthes, ça pousse pas loin de chez vous. Là. Ouais. C'est pas importé, tu ne travailles pas avec les mêmes produits qu'eux autres. Puis après ça, c'est vraiment notre terroir aussi qui. Exact, c'est ça. C'est le goût du terroir québécois qui fait la différence. Parce que oui, on a la méthode traditionnelle, on emploie sensiblement les mêmes plantes, mais dans nos proportions à nous. Mais quand même, c'est surtout la grande absinthe qui va faire la travail. C'est cette plante-là qui décide vraiment du caractère d'une absinthe. Ensuite, il y a les autres plantes, la petite absinthe, la mélisse, c'est vraiment la grande absinthe. C'est très important d'avoir le contrôle sur ça. On
on est rendu sur notre 3e plantation cette année. On a planté l'année passée sous irrigation parce que notre première, c'est la durée de vie de la plante d'absinthe. Après 5 à 7 ans, mettons, au 6e, 7e année, il commence à y avoir un essoufflement. On a replanté l'année passée, et on replante cette année. On a travaillé sur des cultivars qu'on a mis en des pousses qu'on a fait, qu'on a parti, on va replanter cette année. Ouais, quasiment. Ceux qui n'ont rien à faire la fin de semaine, donc, mais c'est arrivé qu'il y a des gens qui sont venus nous rencontrer à la distillerie et qui sont tellement tombés amoureux de ce qu'on faisait, qui sont venus nous aider, des nouveaux inconnus qui sont venus nous aider pour la cueillette de l'absinthe, la récolte, tout ça. Donc, c'est vraiment une activité qui est agréable à faire l'été. C'est beaucoup de travail, mais ça reste. On adore ça quand même. Je passe mon été dans le champ à surveiller les plantes. Puis Michel, quand tu dis que ça a une durée de vie entre 5 et 7 ans, ça veut dire que ce n'est pas la racine qui est utilisée. Là. C'est comment que c'est taillé? C'est quoi qui est récolté sur un plant d'absinthe? On coupe la plante presque au complet. On laisse peut-être quelques centimètres, on voit 3 centimètres peut-être. On va utiliser la sommité de la plante. C'est ça. On l'appelle la sommité fleurie. Et les plants, ils ne vont pas nécessairement faire beaucoup d'écorce. C'est sûr que les plants qui seraient plus vieux peuvent avoir d'écorce un peu. On va en mettre un petit peu. Mais c'est surtout les feuilles, la tige qu'on va broyer, qu'on va utiliser. On va utiliser aussi, parce que l'absinthe, ça fleurit au mois de juillet. Donc, c'est des petits boutons jaunes qui renferment beaucoup de parfum et beaucoup d'amertume aussi. Donc, il y a vraiment un moment dans la saison où il faut se dépêcher à faire la récolte parce qu'on ne veut pas que les bourgeons soient trop ouverts. Là. Donc, pas les bourgeons, mais je veux dire les fleurs soient trop ouvertes. Ça va changer complètement le caractère. Fait que faut vraiment surveiller précisément, fréquemment, aller au champ, dire, OK, je pense que la récolte va être dans tel jour, tel nombre de jours. Puis ça, est-ce que vous l'annoncez sur votre Facebook, dire OK, c'est là que ça se passe, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'aide, ou c'est par bouche à oreille? Ah, ben c'est arrivé. On l'a déjà fait, ça. Puis les gens arrivaient, ils couraient, ils venaient nous aider. Puis, ouais, on l'a déjà fait. Et c'est pour les gens qui ne sont pas habitués à être à l'extérieur puis faire de l'agriculture, puis qui ont peur des insectes. L'absinthe, c'est insectifuge. Donc, on peut passer la journée au complet, puis si on voit 2 insectes durant la journée, c'est quelque chose. Fait que ça peut encourager le monde. Ouais, non, parce que, c'est ça, l'agriculture, ça reste quand même pas facile, là. C'est quand même physique, là. Mais ça nous rappelle qu'on est en vie. Fait que j'invite tout le monde qui ne sont pas déjà abonnés à aller s'abonner à votre page Facebook. Je pense que c'est la meilleure façon de vous suivre. Oui. Donc, Absinthe des Cantons, c'est facile à trouver. Il n'y en a pas 8, là, Absinthe des Cantons. Fait que abonnez-vous, suivez-les. Ça, vous êtes au courant de quand ils ont besoin d'aide, même des nouveaux relâchements. Parce que là, vous dites que vous travaillez sur différents types de fûts. Vous travaillez avec un tonnelier québécois pour vos tests. C'est-à-dire qu'on connaît plusieurs personnes c'est-à-dire on connaît 2 tonneliers, dont un tonnelier québécois. On travaille également avec des Européens, on demande conseil. Des fûts qu'on a fait venir. On a fait venir aussi un fût de cognac Ferrand, donc avec la maison Ferrand qui nous envoie leur fût. Donc là, on travaille avec des fûts qui ont été utilisés, puis on demande conseil sur le vieillissement. Donc, la tonnellerie, on prend des conseils à droite et à gauche parce que c'est pas une science exacte. Il y a des gens qui sont très pointus en la matière, puis ça fait 40 ans qu'ils travaillent là-dedans. Mais tu sais, j'aime bien conserver une part de hasard quand même dans le vieillissement, parce que des fois, on peut avoir des belles surprises. Et au niveau des barriques, juste la différence entre une barrique française et une barrique américaine, c'est un monde de différence. Juste, je viens de dire là, ça prend pas. Mettons qu'on passe tout le reste. Juste ça, c'est quelque chose en partant. Donc, l'effet qu'on veut avoir sur le produit, déjà en partant le choix d'où vient la barrique, peut avoir un effet. Donc, effectivement, on est en contact avec un tonnelier québécois. On va expérimenter aussi avec les bois d'ici. Comme disait Jean-Philippe, là, tu sais, si la microdistillerie est une industrie naissante au Québec, la tonnellerie est une industrie qui commence quasiment à l'état microscopique. Donc, on est en train d'essayer de grandir ensemble, de s'entraider. Parce que même les tonneliers québécois, il y a des gens là-dedans qui importent les fûts. Donc, tu sais, c'est sûr que utiliser un bois québécois, c'est pas nécessairement la base. Là. On n'est pas la norme là, actuellement, mais on tend vers ça. Il faut laisser encore quelques années à notre industrie pour qu'on devienne plus mature à ce niveau.
OK. Puis, est-ce que vous pouvez le nommer, votre tonnelier? C'est-tu Pascal? C'est-tu Mathieu? C'est Robert? C'est son nom, hein, c'est ça. Parce que récemment, c'est ça. Donc, monsieur Mathieu Jolibois. Ouais. Allez regarder ce qu'il fait, c'est super. Il y a d'autres tonneliers aussi, mais comme je vous dis, on est dans les balbutiements, puis les prix aussi sont, évidemment, c'est plus cher d'acheter local, mais je pense que ça vaut la peine d'acheter quelques fûts quand même pour encourager ces gens-là. Oui, puis tantôt, je pense qu'on était hors caméra, mais Michel t'a parlé, c'est ça, de la profondeur de chauffe, puis tout ça. Puis on en a parlé justement dans l'épisode avec Mathieu Jolibois, de sa façon de travailler avec l'eau, son feu, puis vraiment de doucement, là, on est loin justement, tu parlais de l'Américain avec la grosse torche là, qui brûle vite. Lui, c'est son feu doucement, puis ça rentre vraiment en profondeur. Fait que là, tu peux avoir un bel échange avec le spiritueux. Fait que c'est. Oui, puis il faut faire des essais, des essais-erreurs. Tu sais, il y a toujours, comme ça, j'en fais une part de hasard quand tu mets un spiritueux dans une barrique. Tu ne sais pas même que quand on y va sur du whisky. Tu sais, je veux dire, tu te dis, oh, qu'on s'en va dans 3 ans, on va faire des tests, mais tu ne sais pas. Il se peut produire quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Est-ce que c'était dû à l'alcool qui était là auparavant? Est-ce que ça a été mal oxygéné? Est-ce que ça s'oxygène assez, le type de bois? Tu sais, alors, on est en train vraiment d'essayer d'approfondir ça, puis il faut vraiment y aller sur essai-erreur. Juste au niveau de la sélection du bois, c'est le gars qui s'en va chercher. Il commence à devenir tonnelier. Ben, où la forêt? On a-tu juste 2 arbres qui vont nous donner de tonneaux? On en a-tu pour des années? Il y a tout ça à regarder. Il faut avoir une reproductibilité puis qu'on soit capable de refaire des fûts neufs. Là, si Mathieu nous écoute, ben Mathieu, on va t'en acheter des fûts. Inquiète-toi pas. Mais oui, ça sent bien. Et puis, quand on s'était parlé, il n'y avait pas vraiment d'heure d'ouverture. Il fallait comme réserver un peu, puis c'était compliqué. Est-ce que là, avec l'engouement, puis ça fait quand même 1 an et demi qu'on ne s'était pas parlé, est-ce que vous avez une boutique puis qu'on peut passer plus facilement vous voir? Oui, puis quand on s'était parlé aussi, ben on était en pandémie. Ouais, c'est ça, la pandémie était assez dans le cœur, là, donc c'était plus difficile. Là, oui, on est ouvert, donc typiquement, on est ouvert du mardi au jeudi de 8h à 18h, et puis du vendredi au lundi sur rendez-vous. Donc, le lundi, on est là. On va dire quasiment du lundi au jeudi. Ouais. Okay. Fait que si on refait une tournée vite de tes produits, le Wendigo, qui est un beau gin facile d'approche pour ceux qui ne sont pas habitués au gin ou qui n'aiment pas, qui ont goûté au Beefeater du mononcle puis qui n'aiment pas le gin, mais c'est facile de partir avec un Wendigo. Là. Ah oui. Absolument. Oui, d'ailleurs, on va te donner un scoop d'abord, parce que là, notre ami le Wendigo, il s'en vient, il est déjà embouteillé, on l'a fait vieillir. Le Wendigo vieillit en chêne blanc français puis de cognac. C'est un scoop, ça. Hey, c'est le fun, ça. C'est bon, on l'a testé, c'est bon, c'est correct, c'est bon. Ouais. Fait que Wendigo vit dans un fût de cognac. Oui, c'est en 2022, ça va sortir. On a toujours notre eau de vie scandinave, qui est la Covid Belle-Île, qui a gagné une médaille d'argent au Drink Awards en Angleterre, au même concours que la plombe. Deuxième meilleure aquavite au monde. Contre une aquavite suédoise, quand même, parce que c'est eux qui sont les producteurs. C'est la boisson nationale, pratiquement la coupe. Oui. Panoramix aussi. Ouais. Qui est un gin, mais un petit peu plus de profondeur. C'est plus pour les palais avertis ou ceux qui veulent s'amuser puis découvrir autre chose. Oui, c'est ça. C'est un gin qui est un petit peu plus complexe. C'est moins passe-partout qu'un Wendigo. Donc, c'est vraiment plus, comme tu dis, un gin de dégustation où est-ce qu'il y a peut-être un travail intellectuel à faire là, pour le découvrir. C'est plus aromatique, probablement. Un peu, on a mis plus d'aromates. Plus poivré, boréal, satineux. Donc, du thé noir. Donc, ça nous amène complètement ailleurs. C'est pour ça que quand on fait déguster le Wendigo, on leur fait déguster le Panoramix 5-6 minutes plus tard, les gens, ils sont toujours un peu. Mais étrangement, il y a des partisans du Panoramix et des partisans du Wendigo. Souvent, c'est un. Ouais. C'est comme notre Canadien nordique dans le fond. Oui, il y en a un qui est blanc et l'autre qui est bleu. Fait que... Est-ce que vous travaillez sur d'autres produits que ceux que vous avez là et qui sont vieillis? Oui.
Donc, il y a un autre scoop pour toi, Patrick. On a plein de scoops aujourd'hui. On avait fait un Autumn Gin à une certaine époque. Donc, le Autumn Gin sucré avec du miel, le Old Major Autumn Gin, ça fait 3 ans qu'on nous en parle à tous les jours. Les gens en veulent. Est-ce qu'il en reste? Non, il me reste un fond de bouteille. Les gens sont en crise d'anxiété. Le produit va revenir sur les tablettes ponctuellement. Donc, pour les fans du Old Major Autumn Gin, ça sent bien. Yeah! Oui, voilà. Prochainement, c'est ce qui va venir avant, parce que c'est sûr qu'on a toujours des expérimentations, des choses qui sont en construction, mais ça, c'est ce qui va ressortir le plus rapidement. Actuellement, c'est le gin le plus rare dans la province de Québec. Il reste 2 bouteilles. Ouais. Mais on ne vous dit pas son où. Puis ça, est-ce qu'il passe par la SEQ ou il faut absolument passer chez vous pour aller chercher SEQ? Les deux, en fait, c'est ça. Ça va être disponible sur place à la SEQ. Wow, cool! Puis si on veut passer vous visiter, on a nommé les heures tantôt, mais juste renommer l'adresse puis le coin. Vous êtes dans Granby, mais vers Saint-Paul, c'est ça? Oui, dans le fond, on est dans le quartier industriel, donc c'est... près du quartier résidentiel, on est proche. Donc, c'est le 800 rue Moller à Granby. Puis... c'est ça, entre coin Simons et Moller. Et si vous voyez une girafe, vous êtes trompé, vous êtes rendu sur le Granby. Oui, donc c'est pas si c'est à l'autre côté. Mais bon, il y a des parents, des fois, qui viennent la fin de semaine, puis ils vont sur le Granby avec leurs enfants, puis ils viennent prendre un petit gin après pour faire une dégustation. Oui, il faut jouer l'utile à l'agréable. Oui. Et on a rencontré un groupe aussi qui était allé visiter l'arbouserie Kennebro, où est-ce qu'on fait pousser nos plantes. Alors, ils ont vu nos plantes, ils ont vu l'arbousier qu'on utilise dans le Wendigo aussi. Puis après, ils sont venus faire une dégustation. Ça leur a fait une belle... donc, c'est ça, Il faut faire des journées thématiques comme ça. Ouais. Donc, en esprit, il y a vraiment une route qui est en train de créer. Il y a vraiment des belles choses, des vraies entreprises qui sont dans le domaine agroalimentaire, qui connectent avec vous, dont je pense qu'on est en train de créer quelque chose d'intéressant. On a 2 lapins et une marmotte aussi sur le terrain, si les gens sont intéressés. Ça, c'est vrai en plus. Et un renard, mais c'est un putain, je ne l'ai pas vu. Fait qu'au lieu d'aller au zoo, on peut juste passer vous voir et ça règle on le fait tout problème. en même temps, à la même place. J'imagine que vous avez une hausse dehors au lieu de la mazou. Là, on peut juste s'arroser et ça va faire pareil. Tu connais tes classiques, c'est bon. Un gros merci. C'était vraiment pas agréable comme rencontre familiale de voir aussi la différence puis de voir l'évolution de vos produits avec les vieillissements, voir qu'est-ce qui s'en vient, puis le Old Tom qui revient. Fait que, un gros merci. Merci à toi, Patrick, pour ton invitation. C'est super. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.